sommes heureux de vous faire connaître notre plan de régénération sociale que nous avons conçu en récompense de vos mérites. Nous nous étions dans un premier temps penchés sur la question de votre logement. Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons aussi pensé à vos loisirs. Après l'effort, le réconfort. Il faut savoir se divertir de temps en temps. Notre maison organise des voyages et des camps de vacances, avec de la mer et du ciel, et des soleils comme il ne s'en couche jamais sur vos cités. Rouges, nous ne saurions trop vous inciter à vous munir lors de ces déplacements d'un appareil photographique. Vous en rapporterez des souvenirs couleurs qui égaieront vos jours. Dans le bus qui vous conduira, des animateurs vous feront chanter en chœur l'hymne de l'entreprise. Le voyage sera gai et très amusant. Nos animateurs ont plus d'un tour dans leur sac. Au cours de vos excursions, nous vous demandons de rester groupés. Ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble! Vous affronterez avec plus de courage le dépaysement qui provoque chez certains sujets émotifs de violentes réactions de panique. Mesdames, Messieurs, si l'effroi qui vous saisit devant l'autochtone est trop intense, surtout ne descendez pas de votre autobus. Nos joyeux animateurs seront là pour vous parler des temples et des ruines comme si vous y étiez. Inutile de vous encombrer d'un guide. Nos accompagnateurs connaissent l'histoire et la géographie du pays traversé mieux que quiconque. À notre demande, nos fabricants de vacances ont programmé votre confort dans les moindres détails. Nous voulons vous voir heureux. Les t-shirts sont fournis gracieusement. Le nom de notre consortium est marqué en grosses lettres rouges. Ce nom sera notre drapeau. Appel à 7 heures dans le hall de l'hôtel. À vos marques. Prêts? Partez! On part pas! Comment ça, on part pas? Je suis sérieux, Thérèse, on part pas. Berthier veut que je lui rende le dossier dans 3 jours. J'ai pas pu dire non. Jérôme, tu plaisantes? Non, je plaisante pas. Mais enfin, les bagages sont prêts. Mais j'ai pas pu faire autrement. Comment ça, tu n'as pas pu faire autrement? Qu'est-ce que tu racontes, là? Mais ça va très mal. La boîte a des problèmes. Nous sommes un certain nombre sur la sellette. Si ça continue, on va tous y passer. Mais tu ne m'as jamais parlé de ça? Oui. Si je lui rends pas le dossier, il est fichu de me poser des problèmes. Des problèmes? Oui, Thérèse, des problèmes. Jérôme, excuse-moi, mais là, je ne comprends vraiment rien à ce que tu dis. Si je ne lui rends pas le dossier, dans 3 jours, mon nom apparaît en premier sur la liste. Mais quelle liste? Il a une liste, on le dit. Tout le monde serre les fesses à l'agence. Et les billets? On partira plus tard. Il est hors de question que je parte maintenant, ce serait suicidaire. Tu peux pas savoir l'ambiance qui règne à l'agence. C'est la chasse à l'homme. Mais Jérôme, nos vacances, enfin, ce sont nos vacances. Mais tu comprends vraiment rien à ce que je te dis. Je te dis que si je commets la moindre erreur en ce moment, nous partons pour des vacances illimitées. Ce ne sera pas mes congés, mais mon congé. Et alors là, tu peux me faire confiance que pour les traites et les crédits, ça deviendra rapidement coton. Tellement coton qu'on finira par aller chanter du gospel dans le métro. Sans compter qu'il faudra sans doute que tu apprennes le malien pour discuter avec tes copines de tante pendant que moi j'irai chercher du gibier au bois de Vincennes. Non mais ça va pas, Jérôme, non, ça va pas. Non, ça va pas. C'est quand même dingue que je sois obligé de passer par des histoires les plus invraisemblables pour te faire comprendre quelque chose. C'est si grave que ça? Mais c'est gravissime. Jean-Pierre a été viré, il a été licencié le mois dernier. Jean-Pierre, licencié? Oui, licencié. Oui, mais toi, tu n'es pas menacé. Ils sont contents de toi, c'est toi-même qui me l'as dit. Et tu sais, Berthier m'a fait comprendre qu'il valait mieux que je reste. Comment ça, il t'a fait comprendre? Oui, il m'a parlé de restructuration, de période frugale, de nécessité de re-engineering, et qu'il aurait des choix à faire. Thérèse, je me suis écrasé comme une lope. J'ai été jusqu'à lui dire que ces vacances, j'y tenais pas tant que ça. Et même que ça me rassurait de ne pas partir. J'en reviens pas. Jean-Pierre licencié. Et 3 mois,
C'était pas le dernier à lui cirer les pompes. Il s'était trouvé une vraie vocation sur ce coup-là. Tous les jours, il en rajoutait. Premier arrivé, dernier parti. Il emmenait même les dossiers chez lui. Il a même essayé de me piquer mon dossier. Et pourtant, vous êtes amis, toi et Jean-Pierre. Tu sais, il n'y a pas d'amis quand on joue sa peau. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Mais j'ai une trouille bleue là, Thérèse, je suis contente, j'ai une trouille bleue. Si tu savais ce que j'endure, tu montrerais un peu plus de compréhension. C'est l'enfer, Thérèse, c'est vraiment l'enfer. Je sais pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je sais pas. Ça dépend de Berthier. Bah, au début, tu le trouvais gentil. Oui, gentil, tendance similaire. Oh non, tu fais peur là. Mais ma pauvre Thérèse, je suis bien obligée de m'adapter à la situation. D'ailleurs, Berthier le répète sans arrêt. En période de crise, ne pourront survivre que ceux qui savent s'adapter à la situation. Quand je pense qu'à la fac, j'étais d'extrême gauche, il y a de quoi rire, je te jure. Je suis passé maître dans l'art de lui lécher les parties génitales. Et il en demande, il en redemande, il aime beaucoup ça, figure-toi. Mon petit Jérôme, vous pouvez porter un petit café, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Et alors, avec sa gueule d'enfoiré, il veut ma peau, je le sens, c'est personnel. Qu'est-ce qu'on va devenir? Écoute, si tu as une bonne idée, ne te gêne pas pour me la dire. Eh ben oui. Tu vas pas te laisser faire quand même. Il y a des lois pour te défendre, non? Mais des lois pour me défendre, mais ma pauvre Thérèse, des lois pour me défendre. Ça fait longtemps, on voit que tu ne travailles plus depuis longtemps. C'est fini le Front populaire, mets-toi ça dans la tête une fois pour toutes. À 2 ans de la retraite, il est intouchable. Il a gravi tous les échelons, en léchant tous les postérieurs qui se présentaient en travers de sa route, et maintenant, bah, il se venge. C'est naturel, tu diras, et j'aurais tendance à comprendre. Mais l'ennui, c'est qu'il m'a dans le collimateur. Et au moindre faut pas clac, il me sape. Oh, c'est l'enfer, Thérèse. C'est vraiment l'enfer. Mais où va-t-on, Thérèse? Où va-t-on? Tu peux me le dire? Je sais pas, moi, je sais pas. Non, non, c'est vrai, c'est complètement idiot de ma part de penser que tu vas te livrer à une analyse économique des 20 prochaines années simplement parce que je te le demande. Bon, Jérôme, calme-toi. Mon amour, on se calme, on se calme. Mais comment veux-tu que je me calme, Thérèse? Je suis sur la prochaine charrette et tu veux que je sois calme? Le monde s'écroule autour de moi et tu veux que je sois calme? Qu'est-ce que je peux faire, bordel? Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi passer dans son bureau et avoir une explication franche avec lui? Voilà. Mais son bureau, Oui. c'est l'endroit le plus dangereux que je connaisse. Quand je pénètre dans son bureau, j'ai l'impression de me retrouver dans la jungle. L'atmosphère devient subitement moite et j'ai des palpitations, je me mets à transpirer. Il m'attend en souriant et je sais qu'un combat va commencer. Le pire, c'est quand il me parle philosophie et qu'il m'oblige à lui répondre sur ses divagations sur la vie ou sur la mort. Alors moi, je me mets à confondre les lois de la physique quantique et le livre des morts tibétains. Et lui, il est là, à m'observer, avec ses silences à la Brando dans l'Apocalypse Now. Non, tu sais, ma meilleure chance, c'est de continuer à lui cirer les pompes, améliorer mon coup de langue. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lui flanquer mon poing sur la gueule et être viré sans indemnité? 2 ans. Il faut que je tienne 2 ans. Et après, on y verra plus clair. Si je lèche bien tout ce qui passe à portée, si ça se trouve, j'aurai la place. Et alors là, Thérèse, là, crois-moi, ça va changer. Qu'est-ce que tu en penses, hein, Thérèse? Ça te plairait, ça, de me voir arriver, hein, Thérèse? Thérèse? Allô? Allô? Thérèse? Thérèse? Merde! Entrez. Every person has a heart, but can we set it aflame? À cette question, mesdames, messieurs, nous répondons yes!
faut exalter la fierté des meilleurs afin de stigmatiser la honte des médiocres. Les ouvriers, comme nous tous, ont une âme, appelez ça comme vous voudrez, qui les rend vulnérables à la honte. Sachons nous en servir. Exploitez-vous vous-même. Mesdames, messieurs, exploitez-vous vous-même. Dites-vous tout simplement que votre propre contremaître, c'est vous. Vous épargnerez ainsi les brimades et les vexations de tous ceux qui vous gouvernent. Notre unique souci, mesdames, messieurs, est de vous aider à mieux vivre. Mais comment vivre sans avoir existé? That is the question. Voilà, je crois, la seule interrogation philosophique qui vaille. La réponse, mesdames, messieurs, est toute. It's very easy. C'est en se cognant à ses semblables que l'homme s'éprouve comme sujet. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça vole un peu haut? Restons simples. C'est quand ils se massacrent que les hommes se sentent exister pour de bon. Car la haine, mesdames, messieurs, est extrêmement propulsive. Elle enfièvre, elle enrage, elle emporte et injecte au plus large l'énergie du combat. Haïssez-vous les uns les autres, mesdames, messieurs, haïssez-vous les uns les autres. Faites-vous des ennemis. La chose est aisée. Surpassez-les, supplémentez-les, écrasez-les sous le feu. Il n'est pas toujours nécessaire de les abattre. C'est forcément mordre la poussière pour qu'ils comprennent, puis rafler la monnaie. La fortune sourit aux audacieux, votre bien mal acquis. Défendez-le âprement dans l'univers impitoyable où nous vivons. Il n'y a pas de solution. C'est monter ou tomber. Hors d'âme. Je vous vois accroché à votre carré de misère. Vous tremblez. La vie vous épouvante. Vous vivez sans vivre. Vous travaillez sans bonheur. Arrachez-vous, messieurs, à vos effrois. Lâchez l'ombre où vous croupissez pour la proie magnifique. Soyez des aigles, montrez vos serres, faites valoir vos féroces dispositions. Sachez être parfaitement immobile, puis fondez droit sur l'ennemi avant qu'il ait pu faire un seul geste. Ne portez qu'un seul coup, mais juste à l'endroit mortel. Ah! Foncez, vous réussirez. Foncez, faites crisser vos pneus. Vous vous hisserez de plus en plus haut sur l'échelle qui mène jusqu'où, mon Dieu? L'échelle qui mène au sommet. Vous acquerrez ainsi le droit d'humilier votre prochain. Le droit d'humilier son prochain est un des droits fondamentaux de la personne humaine. Personne ici ne me contredira. Il n'est pas improbable, du reste, que certains d'entre vous deviennent successeurs et accèdent à une vie grand format, avec micro-ordinateur, fauteuil pivotant, le Financial Times sur le bureau et une épouse galbée et élastique, comme vous les aimez tous. L'espoir fait vivre.
Oui, je pense qu'on a tort de dire que Marx est mort, oui. Oui, Marx est mort, évidemment qu'il est mort, c'est aucun doute. Un enfant de 5 ans est capable de comprendre ça à partir du moment où tu lui expliques qu'il est né il y a 150 ans. Ah, mais si on regarde la situation actuelle, on voit bien que Marx est encore valable pour pas mal de choses. Les conditions de travail, les rapports avec les patrons, les acquis sociaux, le partage du temps de travail. On voit bien quand même qu'il y a quelque chose de vrai dans cette histoire de lutte des classes et que... Ça va dire à un mec qui vient de perdre son boulot que le capitalisme c'est mieux que le communisme. Et tu verras ce qu'il dira. Non, je pense qu'on comprend mieux Marx quand on a été licencié. Mais bon. La victoire du prolétariat, c'est quand même quelque chose, non? Ça nous interroge. On peut aussi se poser aucune question, oui. Et alors là, parce qu'ils font tout pour nous faire croire que Marx est mort, que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien à dire là-dessus puisqu'il est mort. Alors il faut courir le bruit, à la radio, à la télévision. Depuis 365 jours que Marx est mort, il n'a toujours pas rien paru. Non, moi je pense que Marx, il n'est pas mort pour tout le monde. Comment je peux vous dire ça, moi, les gars? Si nous, enfin je veux dire, entre nous, on pense que Marx est mort, alors c'est la porte ouverte à tous les abus. Ils peuvent tous se permettre vu qu'il est mort. Vu que Dieu, il est mort lui aussi. Ils auraient tort de se gêner. Dieu? On sait même pas s'il est né celui-là. Et puis ça meurt pas comme ça. Des types comme ça. Vous allez pas me dire que la lutte des classes c'est terminé. Avec toute cette misère qu'on voit partout. Il faudrait être aveugle pour pas la voir. Tous ces types exclus dans la rue. Quand même, merde, c'est ça qui va pas. Chaque type exclu est une inégalité à lui tout seul. Chaque type exclu est une classe à lui tout seul. Ça va plus du tout, hein. Ça fout la trouille, hein. Ça va finir dans la rue, cette histoire-là, parce qu'il va bien falloir choisir entre la lutte finale ou la solution finale. Et puis on ne peut quand même pas rester comme ça indéfiniment sans savoir s'il est mort ou pas. Seul Marx le sait. Hé, les gars, vous m'entendez? Des bébés, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Votre client, s'il vous plaît. Non, monsieur, je vous demande à déjà parti. Non, c'est ça. Attention. Très bien, monsieur, j'annule. Des bébés, bonjour. Oui. Non, je vous passe les magasins, madame. Oui. Des bébés, bonjour. Oui, bonjour. Oui, service attention. Des bébés, bonjour. Des bébés, bonjour. Ce n'est pas... L'adresse. Attends, moi je comprends pas. Non, on attendait tous les choses. C'est pas dans le budget.
pré, du faux, du faux, du clinquant, de la pornographie. Si, je ne supporte pas le quartier idéal et j'évite tant que je peux cette rue. Moi, j'accepte aussi que c'est des marrons. Avec sa fausse tranquillité, de riches pourris, bref, c'est tout fait par leur commun. Ils ont le mérite de la discrétion, il faut bien le reconnaître. Pourris jusqu'à la moelle, mais discret comme des tourterelles. C'est pas comme la Bastille. Elle fait pas dans la discrétion, la Bastille. À son côté titi parisien, revu et corrigé pour les besoins du tiroir pièce, merci, tolère. Pour les gogos, la Bastille. Pour les gogos friqués en plus. Normal. Entre les Tex-Mex et les bars chics à la cour, le café chez Raymond, du mal à trouver sa place. Il n'y a plus que les Arabes ouverts la nuit qui fassent autant. Ouais. C'est les Libanais qui possèdent tout. Alors, comme Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés. Est-ce que ça n'a jamais existé, Saint-Germain-des-Prés? Sartre et Juliette Gréco dansant le bebop sur la trompette de Boris. Mais où est-ce qu'ils ont vu jouer ça? Une pure invention de journaliste. Ça arrive peut-être une fois, mais c'est tout. Ça arrive une fois, mais ça a suffi. Hein. Jusqu'au bout de la terre, on en a entendu parler de l'existentialisme. C'était à Paris, rive gauche. C'est là que c'était parti. Hein. Oh, Pierre-Henri est tellement existentialiste. L'existentialisme. Est-ce qu'il y a seulement quelqu'un qui se rappelle ce que ça veut dire? Est-ce que ça intéresse encore quelqu'un? Enfin, quelqu'un de normal, maintenant. À part les commerçants et les promoteurs immobiliers. Parce que là, ils sont passés l'existentialisme. Hein. Ça, ils se le font payer. Hein. Quelle arnaque! La vérité, c'est que Paris est une ville de riches. Voilà. Calcutta est une ville de pauvres, Paris est une ville de riches. D'ailleurs, à Paris, tout le monde vote à droite, hein? S'il te plaît. Tout le monde vote à droite à Paris, c'est un signe, non? Bon, moi aussi, je vote à droite. Mais c'est pour autre chose. C'est parce que je ne supporte pas de faire partie d'une minorité. C'est plus fort que moi. C'est déjà tellement difficile de se faire accepter. Quand on présente toutes les caractéristiques de la normalité, alors pensez bien, hein, faire partie d'une minorité. Eh oui. Je l'avoue, je vote à droite parce que c'est chaque fois une victoire annoncée. Et j'adore ça, moi, les victoires annoncées. Oui, je suis résolument dans la majorité. Oui. En tant que citoyenne, j'accomplis mon devoir électoral, j'interviens dans la cité. Et nous dirons ça comme ça, toujours dans le sens du plus grand nombre. Ah, ça, c'est l'instinct grégaire, le plaisir d'être ensemble. Faire partie d'une minorité, c'est aussi un motif supplémentaire de paranoïa. Alors, masochiste, paranoïaque, et puis quoi encore? Schizophrène? Catholique traditionnaliste? Mais tous les gens sont névrosés à Paris. On trouve toutes les névroses dans cette ville, toute la panoplie des angoisses. Même les touristes le sentent au bout de quelques jours. Ils restent cloîtrés dans leur hôtel et leur passage les pousse à la prudence. Surtout, ne sortez pas, ils se suicident en ce moment, ça va pas du tout. Regardez les monuments par la fenêtre. Les rapports humains sont infects à Paris. C'est bien connu. Pourquoi tout le monde se bat? Il y a un combat permanent, jamais se poser, jamais s'arrêter. Et pourquoi? Pour ne pas couler, tout simplement. C'est bien connu, hein. Les clochards du métro étaient tous cadres supérieurs. Et puis, restructuration, chômage, dépression, l'alcool, et hop, on les retrouve 6 mois plus tard, les yeux hagards, ils parlent dans le vide, ils passent leur temps à remuer leur étonnement. C'est d'un comique. Une petite vie tranquille, des repères, et puis tout d'un coup, hop, la métaphysique. Le vide absolu n'existe plus. C'est pourtant simple comme équation. Dis-moi combien tu gagnes, et je te dirai combien tu es. C'est comme ça en Paris. Les rapports humains en sont annihilés. Pourtant, on ne montre pas d'humain à Paris. On ne peut pas ne pas les remarquer. Hein.
doués comme ils sont pour l'hyperactivité qui semble régir leur mode de vie, tant à qu'avoir, les gens actifs, ils courent dans tous les sens, ont bien montré qu'ils n'ont pas de travail rémunéré. Non, mais pas du tout. Vous n'allez pas croire. Hein. Mais qu'est-ce que vous allez penser là? Ne dites pas des choses pareilles. Les chômeurs sont dévorés par la honte. Et en fin de compte, ils sont détruits par la honte de ne pas travailler. Ils culpabilisent d'être sans travail. Et en fin de compte, ils culpabilisent d'être sans argent. Il y a un mécanisme d'autodestruction qui ne les lâche plus. On les retrouve en phase finale dans le métro. Ouais, c'est intéressant pour un biologiste, toute cette constatation de syndrome, de dégradation. Mais psychologiquement, c'est très démoralisant, et du point de vue de la simple humanité, il faut bien le reconnaître, c'est carrément traumatisant. Bon. Les autorités ont bien essayé de nous éviter ça. Ok. À moins que Plutôt déficientes. Attends, plutôt déficientes sur ce coup-là, les autorités. D'accord. À moins que je sois fait exprès. Pour motiver les masses laborieuses, pour exciter la fille ouvrière avec l'aiguillon de la peur, les clochards, comme des images de synthèse, des hologrammes à but éducatif, et quotidiennement resservis, que ça remonte bien notre âme. De vrais tableaux vivants, criant de vérité, de ce qui nous attend si on ne tient pas trop dans l'entreprise. Ce sont de vrais petits nazis. Ils pensent à toutes sortes de choses dans ce genre-là, dans nos séminaires, entre de soie élastique, de stages de survie à la campagne. On leur apprend par exemple comment pousser un quinquagénaire fatigué à la dépression ou au suicide. Ça coûte moins cher en indemnité s'il s'en va de lui-même. Si par les pieds de vente, c'est regrets. Mais les regrets, ça rentre en ligne de compte dans la balance des paiements. Tant que vous voulez les regrets. À part ça, aucune hésitation. Comme ces charmants petits tueurs qui sortent des grandes écoles, la parade est simple. Arrêt de travail à répétition. Quand on a compris ça, on a compris tout de la sécurité. C'est l'économie de guerre, vive la résistance. Tous les moyens sont bons. Les Français sont champions du monde en consommation de tranquillisants. Je contribue moi-même à la haute tenue des résultats. D'ailleurs, ça me fait penser. Allez les bleus, allez les rouges, allez les vertes. Le visage est psychotrope comme régulateurs sociaux. On ne casse pas de vitrine sous anxiolytique. On les lèche. Bon, merci. Les clochards, eux, on les soigne pas. Ça coûterait trop cher. Bon. C'est un calcul à court terme. Il faudrait voir la vérité en face. Quand ils déclencheront des épidémies d'hépatite B et de tuberculose, à force d'éructer leur miasme dans le métro, il sera trop tard. Et sans compter la panique de ceux qui ne voudront pas le prendre, le métro, qui n'ont pu le prendre, qui n'ont pu y mettre les pieds. Vous allez voir le fric que ça va lui coûter. Je me suis toujours demandé ce qu'ils en faisaient après. C'est vrai, un jour on les voit plus, ils disparaissent. Bien sûr, ils sont remplacés par d'autres. Tiens, Ouais, mais ceux d'avant, ils viennent quoi? La fosse commune, je suppose. La fosse commune et puis la chaux, voilà. Comme Mozart. Exactement comme Wolfgang Amadeus Mozart. Comme quoi, ce genre de choses peut arriver même aux meilleurs d'entre nous. En dépit de leur apparence, souvent rébarbative, il faut le reconnaître, nos ouvriers ont une âme comme les autres. Alors je vous en prie, soyez courtois, traitez-les avec tendresse. Adressez-leur de temps en temps un petit mot gentil. Bonjour. Comment va votre petit bout de chou? Il est l'heure aux jeunes? Quel malheur! Votre salopette vous a ravir. Où l'avez-vous eu? Que sais-je? Un compliment ne coûte rien. Dans le cœur simple de l'ouvrier, une bonne parole est comme un coup d'accélérateur. Ayez des délicatesses envers vos ouvrières. Mettez votre regard. Susurrez-leur vos ordres. Soyez suaves. Les femmes, comme les chiens, sont sensibles à la caresse. Soyez aimables envers nos bons sujets, comme sévères avec les mauvais. Les mauvais ouvriers, chez nous, n'ont point leur place. Qu'ils se le tiennent pour dit.
Calme-toi, Josiane, calme-toi, calme-toi. Ces hommes ne te veulent aucun mal. C'est une idée que tu te fais. Si t'ont regardé avec insistance, c'est parce que tu leur rappelais quelqu'un, c'est tout. De quoi as-tu peur? Quelles sont ces vieilles peurs? Ce qu'ont montré les dents, c'était leur façon à eux de sourire. Il n'y a pas de quoi en faire une montagne. Tu sais bien comme sont les gens. Ils font des efforts eux aussi, mais ça n'est pas facile. Tu es tout le temps en train de te monter de bourrichon à croire des choses. Tu as un travail, Josiane. Tu as une situation stable, c'est formidable. Tu as un appartement. Oh, pas encore l'appartement que tu souhaites, mais enfin, regarde le chemin parcouru et l'avenir qui s'offre à toi. Tu as des perspectives d'avenir, Josiane. Et ça n'est pas donné à tout le monde. Tu fais partie de ceux qui s'en sortent et tu t'en sors magnifiquement. N'oublie pas ça. Ça se passe très bien pour toi. Et personne ne t'en veut pour ça, et il n'y a vraiment aucune raison. Tout le monde est bien disposé à ton égard, et tu disposes d'un capital de sympathie que beaucoup t'envient. Non, personne ne t'envie quoi que ce soit. Arrête de penser ça, personne ne te veut de mal, personne. Tout le monde t'apprécie, tout le monde reconnaît tes mérites, et chacun est heureux de te voir réussir. Et beaucoup aimeraient être à ta place. Non, personne n'aimerait être à ta place, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, mais de quoi as-tu peur? Quelles sont ces vieilles peurs? Nous sommes dans un état de droit, mais que crains-tu? C'est la démocratie, Josiane. La démocratie. On ne te laissera pas tomber. Tu es dans une société libre. Et tu n'as rien à craindre de la justice, tu es innocente, Josiane. Innocente. Seulement, c'est ton ironie. Tu ne peux pas t'en empêcher. Il faut t'en parler. Il faudrait que tu t'en débarrasses. Cela t'a déjà joué des tours et à la longue, cela pourra te poser quelques problèmes. N'es-tu pas, sans le savoir, à l'écart de l'idéologie dominante? Fais-tu bien ce qu'il faut pour ne pas éveiller de soupçons. Ne transgresses-tu rien à ton insu? Sans savoir. As-tu correctement répondu au test? Peut-on déceler dans ton comportement une faille qui irait à l'encontre de ce que t'a enseigné l'entreprise, qui nuirait à la rentabilité de l'entreprise? Et peut-on s'en apercevoir? Résisterais-tu sans le savoir au système, malgré tes innombrables preuves d'allégeance, ce système à qui tu dois tant? Déceler dans ton comportement la moindre hostilité quand tu entends parler de management participatif? Déceler la moindre ironie quand tu entends parler de culture? Est-il pensable que tu sois réfractaire à cette notion de management participatif? Et se peut-il que tu puisses développer, malgré toi, une forme d'hostilité contre ce système à qui tu dois tout? Ne crois-tu pas que tu ferais mieux d'en avertir la direction? De ce point de vue, il faudrait dire qu'un visage n'est pas l'épiphanie que développent les philosophies d'altérité. C'est un élément d'une structure de distraction. L'individu ne se dépasse pas,
Il est interpellé au seuil de son identité, et la manière dont il entend se situer laissera en suspens 1000 situations concrètes, où il ne sera qu'un visage, n'ayant affaire qu'à d'autres visages. Tu comprends? Oui. Moi, tu sais, j'ai un ticket avec la caissière du supermarché. Non, pas un ticket de caisse. Ça, tout le monde y a le droit. Je faisais mes courses qu'à reluquant la ménagère à t'aider, lorsque je l'ai aperçu à l'autre bout du tapis roulant. Ma merveille prolétarienne. L'instant. Je ne la quitte pas les yeux dans la file d'attente. Un Armani, lunettes Lacoste, pompe Weston. Elle a du mal à garder son sang-froid à mesure que j'approche de la pièce en face. Je vais l'attendre à la sortie et lui proposer de venir boire avec. Oh, c'est un peu direct, mais c'est comme ça. Hein. D'ailleurs, on fait pas mal de choses avec les yeux. Et ça m'étonnerait qu'elle n'ait pas subitement soif à ce moment-là. Oh, tu sais, hein, elles ne sont pas toutes aussi coopératives. Hein. D'abord, entre personnes qui ne se parlent pas, il y a des interactions très significatives. Oui, comme cette fille dans le métro, une brune adorable, tout noir vêtue. Le regard méprisant des filles qui se savent tout le temps déshabiller des yeux. J'essaie de croiser son regard, qui se déroge sans cesse. Je la dévore des yeux, elle fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Comme si je n'existais pas. Et pourtant, je suis là, quasiment planté devant elle. Fringues Armani, lunettes Lacoste, pompe Weston. Les rapports humains sont avant tout des malentendus. Il y a une sorte d'incommunicabilité fondamentale. Tu jettes ton dévolu sur une fille. Tu ne la quittes pas des yeux de toute la soirée. Tu la fixes sans même qu'il y ait de l'œil. Un athlète de la rétine. Voilà ce que je suis. Si elle ne te regarde pas, elle sait que toi, tu es. Bon, alors je continue. Hein. Ouais, comme de bien entendu, hein, elle fait semblant de ne pas me voir. Elle ne me prête aucune attention. Et pourtant, mon sang, fringues Armani, lunettes Lacoste, pompe Weston. Alors, eh bien, j'essaie de capter son regard. Elle tourne la tête, à droite, à gauche. Elle fait tout pour m'éviter. Je croise son regard dans la nuit, échange de regard rectifié. Et alors là, elle ferme les yeux. Rétablir un contact dans ces conditions-là est un défi qu'un homme urbanisé comme moi se doit de relever. Eh bien, je lui ai parlé pendant tout le trajet. Quand elle ouvrait les yeux, j'arrêtais de parler. Quand elle les refermait, je remettais ça. Bon, il y a bien longtemps que je n'ai pas parlé à une femme comme ça. À un moment, elle s'est levée. Elle s'est dirigée vers la porte. Et avant de sortir, elle m'a regardé. Elle avait vraiment très beaux yeux. On ne peut pas maîtriser l'effet que l'on produit sur les autres. Mais les plus beaux regards sont des regards de chien. C'est bien connu. Pour aborder une fille, il paraît que c'est très très bien d'avoir un chien. Pour peu qu'elle ait un chien, elle aussi, bien entendu. Tu crois que je devrais avoir un chien? Non. Pas un Doberman, pas quelque chose comme ça. Faut pas les effrayer non plus, hein. Peut-être un pékinois. Non mais qu'est-ce que j'irais foutre avec un chien, hein? Je ne vais pas m'embarrasser d'un chien en plus, hein, les siens, c'est fait pour les vieux qui n'ont personne à qui parler. Mais moi je suis jeune, je rencontre plein de femmes ici, qui n'attendent que ça d'ailleurs. Elles sont toutes là à attendre, elles n'en peuvent plus d'attendre, elles en deviennent folles. Je voudrais bien rencontrer une femme, mais ici, c'est impossible. Ici, c'est tout dead. Salope!
façon, c'est rigoureusement interdit dans les endroits publics, alors. Dans les salles d'attente, évidemment. Pourtant, on a toujours envie de fumer dans une salle d'attente. Ah, pour les fumeurs, évidemment. C'est l'attente, c'est ça. On voudrait sortir fumer une cigarette dans le couloir, mais c'est interdit aussi dans les couloirs. Pourtant, il y a des moments où on a particulièrement envie de fumer. Je dirais même besoin de fumer. Fumer devient une sorte de nécessité vitale. Pour le fumeur, évidemment. Comme avant un examen. Chaque fois que j'ai passé un examen dans ma vie, j'ai souhaité l'avoir, et là... C'est bon. Taisez-vous maintenant. Comment? Gardez le silence. Ce silence, quand j'étais enfant, mes parents avaient l'habitude de... Vous avez l'intention de nous parler de votre enfance. Quoi? Ce n'est pas la peine. Ça vous amuse de rester sans rien dire? Mais nous ne sommes pas là pour nous amuser, figurez-vous. C'est pas un enterrement non plus. Vous êtes animateur de discothèque ou quoi? Qu'est-ce qui vous prend de l'ouvrir comme ça? Ça vous ennuie que je vous parle? Non mais, vous ne voyez donc pas que vous gênez tout le monde, là? Vous n'avez donc aucune délicatesse. Le mot décence, ça ne veut rien dire pour vous. Oh, c'est pas vrai. Oui, mais enfin, Croyez peut-être que nous n'avons pas ici chacun nos propres problèmes et que nous n'avons certainement pas envie d'entendre les autres parler des leurs. Pour l'amour du ciel, taisez-vous. Je suis désolée, vraiment, désolée. C'est pas possible. On fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Laissez-nous tranquilles, on ne vous a rien demandé. Vous devez comprendre qu'on est dans un lieu anonyme, impersonnel, et que le temps que nous y passons est comme suspendu, entre parenthèses si vous voulez. Nous sommes en quelque sorte obligés d'être là, mais ça ne va pas plus loin. Rien ne nous oblige à participer là. C'est un endroit de pure formalité. Vous comprenez? Tout à fait. Nous sommes là, mais c'est juste le corps qui est là. Cela ne concerne que le corps. Nous devons nous efforcer d'avoir l'esprit ailleurs, n'importe où, mais ailleurs. Faire le vide en nous-mêmes, ne pas penser aux autres, à soi-même, à rien. Parler nous ramène à nous, vous comprenez? On ne doit pas parler. Ce n'est pas la peine de parler. Parler est une chose en trop. Moi-même, ça me peine de vous parler maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me peine. Tout le monde fera mieux de se taire. Tout le monde parle maintenant. Moi-même, je vous parle en ce moment. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Je vous parle, je suis en train de vous parler. Hop, voilà, c'est parti. Et comme vous voyez, je vous parle. C'est quand même quelque chose. Je suis là en train de parler comme si... Hein? Alors qu'au fond de moi, je ne veux qu'une seule chose. La seule chose que je veux vraiment, c'est que tout le monde se taise. Et que je me taise moi aussi, comme tout le monde. Voilà. C'est la seule chose que je veux. Que tout le monde se taise, et moi pareil. Que plus personne ne dise un mot. Vous n'avez pas à dire ça. À qui parlez-vous? Vous n'avez pas à dire que plus personne ne dise un mot. Vous n'avez pas à dire ça. C'est mon sentiment. Vous n'avez pas à l'imposer aux autres. Je pensais me faire l'écho de tout le monde en parlant comme je l'ai fait. Vous n'avez pas à imposer un dictat. On n'est pas au Chili. Ah, le Chili, tout de suite. Vous retardez, non? C'est une attitude fasciste. Mon Dieu, il y a quelque chose qui ne tombe pas bon chez vous. Je disais que, simplement, que vu la situation, il serait préférable que tout le monde se taise, et vous en êtes à me comparer à Pinochet. Oh, je ne supporte pas. Ah! Écoutez, je me rends Ah, vous, si j'ai un conseil à vous donner. Intimidation fasciste. Qu'est-ce que le fascisme va avoir là-dedans? Je ne comprends vraiment pas ce que vous voulez dire. Chacun a le droit d'exprimer son opinion, il me semble. Quelqu'un qui a quelque chose à dire et d'attendre de l'autre une écoute. Une écoute attentive de la part des autres, c'est la moindre des choses. Vous voyez, on ne peut pas s'en empêcher. Quoi? Vous avez cette fâcheuse tendance à rester dans le vague, c'est très agaçant. Vous nous obligez à faire l'effort nécessaire de concentration pour deviner ce que vous avez bien pu vouloir dire en commençant une phrase et en ne la terminant pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Après tout, ce sont vos mots à vous. Vous en avez l'entière responsabilité. Vous devez les assumer.
l'assumer du début jusqu'à la fin. Et non pas nous forcer à partager une idée à laquelle nous n'adhérons peut-être pas forcément. Peut-être même pas du tout. Simplement en nous forçant à terminer la phrase à votre place. Vous voulez ma photo? C'est un don que vous avez. Faire fuir les gens dès que vous ouvrez la bouche. Si, ne dites rien, c'est un don. On a tous un don dans la vie. Vous, c'est celui de provoquer un recul instinctif dès que vous ouvrez la bouche. Vous parlez, les gens s'en vont, ils partent. Ils n'ont plus du tout envie de rester tout à coup. Dès les premiers mots, ils en ont trop entendu. Ils restent un peu par politesse. Mais ils n'ont plus qu'une idée en tête. Vous quittez le plus rapidement possible. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une malédiction. Les mots se bousculaient dans ma bouche et des phrases incohérentes y sortaient au hasard et mouraient, aussitôt formulées. Je ne me rappelle plus très bien. C'était l'été, je crois. Oui, c'est l'été que j'ai fait. Parce qu'il aimait sortir au restaurant quand il faisait beau et chaud. Ces chaudes soirées d'été, vous voyez? Je l'emmenais au restaurant, une pizzeria. Il aimait cette terrasse qui se prolongeait sur le trottoir. Il aimait que les gens passent juste devant nous, à nous toucher, que leurs mains frôlent les pizzas. Il piquait les mains avec sa fourchette et il disait « Pas touche à la pizza, rac !» Ce genre de choses me mettait en joie. Il était joueur? Alors là, non. Le restaurant ne lui disait plus rien. Et d'être avec moi, ça ne lui disait plus rien non plus. Moi aussi, je pourrais en raconter des choses. Ne pensez pas que ce genre d'histoire n'arrive qu'à vous. Alors, je suis allée au restaurant, comme si de rien n'était. Et quand je suis revenue, il était parti. Alors, j'ai allumé la télévision, comme si de rien n'était, et j'ai attendu qu'il revienne. Je me suis couchée, comme si de rien n'était. Et j'ai attendu qu'il revienne. J'ai pris un livre, j'ai fait attention à tous les bruits de porte, d'ascenseur, de pas dans l'escalier que je pouvais discerner dans l'immeuble. Au milieu de la nuit, je me suis levée et je suis partie à sa recherche. Ça a duré comme ça pendant des semaines. Je prenais le bus et le train, puis le métro, mes journées de travail, et je revenais me coucher sur le divan. Je me relevais la nuit et j'allais marcher dans les rues. Je marchais pendant des heures. Je ne souhaitais pas que ça finisse, parce que je ne souhaitais plus rien. J'étais juste une femme qui marchait dans les rues la nuit. La ville était entièrement à moi, je me souviens, et moi j'étais entièrement à la ville. Je ne faisais plus qu'un avec elle. C'était vraiment bizarre. Jamais je n'avais ressenti la ville comme ça que durant ces nuits où je marchais dans les rues. Oui. J'avais une sorte d'intimité tout à coup, alors que j'avais toujours trouvé la ville hostile. Je découvrais combien elle pouvait être accueillante et bienveillante et protectrice. Elle écoutait tout ce que je lui disais avec une attention, oui, maternelle. Et je l'écoutais aussi. On sentait ses pulsations, sa vie souterraine. Je sentais la tristesse de ses habitants, leur solitude infinie. Et je comprenais pourquoi ils étaient dans la solitude et pourquoi ils ressentaient tant de tristesse. C'était une sorte de communion nocturne et magique entre moi et la vie. C'est difficile à expliquer ce qu'on ressent dans ces moments-là, tellement ça dépasse l'univers des mots. Les mots, on n'est plus capable d'en prononcer pendant ces moments-là. Seulement des gémissements, des plaintes, des couinements, tous les sons des profondeurs. Je l'appelais peut-être encore. Le plus souvent, c'était le silence qui recouvrait. On échappe à la douleur, je ne sais pas comment. Je veux dire, au bout d'un moment, elle vous laisse tranquille, comme si vous ne l'intéressiez plus.
encore plus loin, quand elle vous a sucé jusqu'à la moelle de vos os, rongé la cervelle entièrement, et qu'elle ne peut plus rien extirper de vous, alors elle vous laisse partir. Mais il y a quelque chose après la douleur. Je commençais à ressentir des trucs bizarres, des sensations de dilatation, d'éclatement, lent et doux, comme des bulles de savon. Voilà. Elles s'éclatent dans l'air sans jamais donner cette impression de violence qui accompagne toujours l'idée d'éclatement. Voilà, comme ça. Vous éclatez à vous-même, et les éclatements éclatent alors. Et les particules encore se morcellent, et encore, jusqu'à n'en plus pouvoir de se séparer. Et alors, les portes de l'infini s'enfouissent. Et là, oui, vous éprouvez une sorte de compréhension secrète du monde, qui n'en finit plus de se donner. Tellement vous êtes devenu spécial maintenant, si proche du rien, que le tout vous accepte. Vous vous asseyez sur un banc, dans un parc, vous fermez les yeux, et votre corps entièrement se livre à ce que d'habitude il projette. L'invisible y rentre et sort comme le vent, par les fenêtres